Quelles sont les grandes idées de Kagame? Paul Kagame affirme être un homme véridique, contrairement à Ramaphosa qu'il qualifie de menteur. Pourtant, lui-même, ce félon qui pénètre au Congo, tue des Congolaises et des Congolais et pille le coltan pour le revendre aux Occidentaux, prétend incarner la vérité. Lorsque Satan accuse un serviteur de Dieu de mensonge, la communication commence déjà mal. Parlons-en. J'ai regardé d'abord la déclaration du président sud-africain, après qu'une dizaine, maintenant on sait que c'est pratiquement 13 soldats sud-africains aient été tués en République démocratique. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, il a fait la déclaration suivante. Il a dit, chers Sud-Africains, suite à la récente intensification des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud a perdu 13 valeureux soldats dévoués à leur mission et engagés en faveur de la paix. Les combats sont le résultat d'une escalade du groupe rebelle M23 et des milices des forces de défense rwandaises RDF qui ont engagé le combat contre les forces armées de la RDC et qui attaquent les soldats de maintien de la paix de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. La mission s'appelle la SAMI DRC. Au nom du gouvernement de la population de notre pays, j'exprime nos plus sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches et à leurs collègues. Nous inclinons la tête en l'honneur de leur combat héroïque et vaillant pour la paix. Nous les honorons et les pleurons. Tout le soutien nécessaire est apporté aux familles des défunts et aux familles des blessés. Le processus de rapatriement des restes et des défunts est en cours. Les attaques contre les soldats de maintien de la paix ont entraîné la mort de membres de la SAMIR RDC, provenant d'autres pays contributeurs de troupes, à savoir le Malawi et la Tanzanie. Ainsi que de membres de la brigade de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à RDC et la MONUSCO. Nous honorons toutes les vies perdues et transmettons nos condoléances à leurs familles, au gouvernement et aux citoyens. La situation à Goma et à Sake, où sont stationnées nos troupes et leurs homologues, reste très tendue, volatile et imprévisible. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, Mme Angie Motiega, le chef de la South African National Defense Force, le général Rudzani Mafwanya, et le commandant de la force Samir DRC, le major général Monwabisi Diakopu, eh bien, veillent à ce que les forces de la SAMI RDC restent bien équipées et suffisamment soutenues pendant cette mission critique. Nous sommes préoccupés par les spéculations sur l'état de nos troupes et les conditions de combat. Tous les Sud-Africains doivent se rallier à nos courageux hommes et femmes qui ont consacré leur vie à ramener la paix sur notre continent. La présence militaire de l'Afrique du Sud dans l'Est de la RDC ne constitue pas une déclaration de guerre contre un pays ou un État. Les membres de la Force de défense nationale sud-africaine présents en RDC participent aux efforts de la SADC et des Nations Unies pour amener la paix et protéger des milliers de vies constamment menacées par le conflit en RDC. La présence des forces de SAMI RDC démontre l'engagement des États membres de la SADC à soutenir la RDC dans ses efforts visant à parvenir à une paix et une stabilité durable et à terme, créer un environnement propice au développement et à la prospérité durable. Nous saluons la position récemment adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa séance extraordinaire sur la situation en RDC, qui appelle à la fin immédiate des hostilités, à l'arrêt de l'expansion territoriale du M23, au retrait des forces extérieures de la RDC et la reprise des pourparlers de paix dans le cadre du processus de Nairobi. Avant-dernier paragraphe. L'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée conformément à la Charte des Nations Unies sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des autres États. Nous appelons toutes les parties à ce conflit à adhérer pleinement aux efforts diplomatiques actuels visant à trouver une solution pacifique, notamment en respectant les accords du processus de Luanda. Nous devons faire taire les armes sur notre continent pour parvenir à un développement inclusif et à la prospérité. Je vous remercie. Fin de citation du texte publié sur sa page Twitter par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors, qu'est-ce que je relève? 1. Que le président sud-africain attribue au Rwanda l'assassinat de 13 soldats des forces sud-africaines. Attribue au Rwanda l'assassinat de soldats de la mission des Nations Unies, de soldats tanzaniens, de soldats ressortissants de plusieurs autres pays, notamment comme le Malawi. Ça, c'est le premier fait. C'est le Rwanda qui a tué les soldats sud-africains en République démocratique du Congo. Deuxième fait, et puis troisième fait, l'Afrique du Sud prend à témoin le monde entier sur le fait que c'est dans le cadre du droit international qu'elle est présente en Afrique, en RDC, et que le respect de l'intégrité territoriale de la RDC ne doit souffrir de rien. Bref, il ne s'habille même du manteau du chef de guerre.
Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Ramaphosa a-t-il ce ton modéré et posé? La réponse est toute simple. Ce n'est pas parce que l'armée sud-africaine ne peut pas décapiter toute l'armée rwandaise en une journée de combat. Si l'aviation sud-africaine décidait de pilonner Kigali, il n'y aurait plus de gouvernement à Kigali, il n'y aurait plus de bâtiments ministériels à Kigali. Si l'armée sud-africaine décide d'attaquer le Rwanda, Kigali, le Rwanda va être pulvérisé. Les capacités militaires ne sont pas comparables entre les deux pays. Mais l'attitude, en réalité, de Cyril Ramaphosa s'explique par autre chose. Elle s'explique par le fait qu'il sait que ce n'est pas le Rwanda, le tout petit Rwanda là, qui a les muscles suffisants pour attaquer la République démocratique du Congo ou pour tuer les soldats sud-africains. C'est parce que le président sud-africain sait que derrière le Rwanda se trouve l'OTAN. Et que l'OTAN est à la recherche de raisons d'installer une guerre durable de déstabilisation de toute l'Afrique centrale comme condition de son accès facile par le pillage aux ressources naturelles du sol d'Afrique centrale et d'Afrique australe. Je recommence l'explication. Qu'est-ce qui explique la modération de Ramaphosa? Ramaphosa ne regarde pas Kagame, il regarde qui est derrière Kagame. Il sait que c'est l'OTAN. Et il sait que dans les plans de l'OTAN, il y a toujours la stratégie d'utiliser un proxy qui va provoquer un géant de la sous-région et le faire basculer dans une guerre qui va être l'occasion pour l'OTAN de fatiguer le géant. C'est comme ça que l'OTAN opère avec Israël au Moyen-Orient. Vous avez bien remarqué. C'est comme ça que l'OTAN opère avec l'Ukraine en Europe. Vous avez bien remarqué. C'est comme ça que l'OTAN opère avec l'Ouganda et le Rwanda en République démocratique du Congo. Vous avez bien observé. C'est comme ça que l'OTAN opère en Afrique de l'Ouest avec les micro-États, les États voyous de la CEDEAO. Vous avez bien remarqué. Ils essayent toujours de créer des guerres et ils se cachent derrière leur proxy pour attiser la guerre, affaiblir la sous-région et imposer leur présence. Et le tour est joué. Le pillage des matières premières peut reprendre de plus belle. Vous avez compris ou pas? Je suis ici en train de vous expliquer la géopolitique de la guerre hybride, les guerres hybrides de l'OTAN. Vous comprenez? Donc, si, et j'ai vu que certains ont fait des commentaires pour dire que Ramaphosa, comment il peut être mou comme ça? Non, Ramaphosa est en train de bien mesurer ses forces. Avant de frapper sévèrement le Rwanda, il va falloir pour lui qu'il s'assure du soutien actif de la Russie et de la Chine. Quand Ramaphosa sera sûr que la Russie et la Chine, si on peut même ajouter l'Inde, sont vraiment derrière lui, l'Iran sont derrière lui, le Venezuela derrière lui, il va frapper le Rwanda. Écrivez ça. Écrivez. Parce que le Rwanda lui a tué 13 soldats. C'est un défi. Hein? Et ça fait partie des plans de provocation du Rwanda. C'est-à-dire que les patrons du Rwanda, les impérialistes occidentaux, lui ont demandé de tuer des soldats sud-africains. C'est une condition pour créer une situation où l'Afrique du Sud se précipiterait dans la guerre. Et c'est une occasion d'épuiser l'armée sud-africaine, d'attirer l'armée sud-africaine dans un conflit inextricable et interminable au Congo, afin d'affaiblir l'Afrique du Sud et ainsi de continuer à reprendre main sur le sous-continent. Vous avez compris? Maintenant, allons voir la réponse de Kagame. Et vous allez me dire si Kagame est normal. Si c'est Kagame qui parle, ou bien si Kagame n'est pas le perroquet de l'OTAN, de la CIA, qui sont ses maîtres, de l'Union européenne, etc., qui sont ses maîtres. Rendez-vous compte de la réponse que Kagame va donner au message mesuré, responsable et pacifique du président Ramaphosa. Regardez la réponse de Kagame. Regardez ce qu'il va faire. Déclaration du président rwandais Paul Kagame. Il dit ceci. Sur sa page Twitter, il répond à Ramaphosa. J'ai eu 2 conversations cette semaine avec le président Ramaphosa sur la situation dans l'Est de la RDC, notamment plus tôt dans la journée. Ce qui a été dit à propos de ces conversations dans les médias par les responsables sud-africains et le président Ramaphosa lui-même contient beaucoup de distorsions, d'attaques délibérées et même de mensonges. Sont gérés. Quelques précisions importantes pour le compte rendu. Premièrement, les forces de défense rwandaises sont une armée et non une milice. Deuxièmement, la SAMI-DRC n'est pas une force de maintien de la paix et n'a pas sa place dans cette situation. Elle a été autorisée par la SADC en tant que force belligérante, s'engageant dans des opérations de combat offensives pour aider le gouvernement de la RDC à lutter contre son propre peuple, travaillant aux côtés des groupes armés génocidaires comme les FDLR qui ciblent le Rwanda tout en menaçant de porter la guerre au Rwanda lui-même. Troisièmement, la SAMI-DRC
a déplacé une véritable force de maintien de la paix, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, ce qui a contribué à l'échec des processus de négociation. Et quatrièmement, le président Ramaphosa n'a jamais donné d'avertissement d'aucune sorte, à moins qu'il n'ait été prononcé dans sa langue locale, que je ne comprends pas. Il a demandé un soutien pour garantir que la force sud-africaine dispose de suffisamment d'électricité, de nourriture et d'eau, ce que nous contribuerons à communiquer. Cinquièmement, le président Ramaphosa m'a confirmé que ce n'est pas le M23 qui a tué les soldats sud-africains, mais ce sont les F. Mais l'Afrique du Sud n'est pas en mesure d'assumer le rôle d'artisan de la paix ou de médiateur. Et si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda traitera à tout moment la question dans ce contexte. Fin de citation, voilà la réponse de Kagame publiée sur sa page, Twitter, X. Mais c'est très grave. Quelles sont les grandes idées de Kagame? Kagame, première idée, Ramaphosa est un menteur. Kagame, lui, dit que lui, il est un homme véridique. Lui, le félon, qui entre au Congo, qui tue des Congolaises et des Congolais, qui vole le coltan pour le vendre aux Occidentaux, lui, il dit que lui, il est l'homme de vérité, alors que Ramaphosa est un menteur. Première idée. Quand Satan traite un serviteur du bon Dieu de menteur, la communication commence mal. Deuxième idée, Paul Kagame fait un compte rendu contraire au contenu de la conversation entre Ramaphosa et lui. Tout ce que Ramaphosa a communiqué comme contenu de sa conversation avec Kagame, Kagame soutient le contraire. Il dit que l'armée sud-africaine est venue aider le gouvernement congolais à combattre les Congolais qui ont pris les armes au Kivu. Ça, c'est la ruse habituelle de Kagame, c'est de dire que le M23, ce sont des Congolais qui combattent le gouvernement central parce que le gouvernement central refuse une juste répartition des richesses avec eux. Or, ce ne sont pas des Congolais. Il y a quelques Congolais de façade, mais le M23, c'est l'armée rwandaise, c'est Kagame. La preuve, l'Union européenne n'a pas cru bon de passer un accord d'exploitation du minerai congolais avec le M23. L'Union européenne a passé un accord avec le Rwanda. Parce que l'Union européenne sait que le Rwanda, c'est le M23. Kagame est un menteur. Son premier argument est faux. L'armée congolaise ne combat pas son propre peuple. Elle combat l'armée rwandaise et son bras armé, le M23. Voilà la vérité. Kagame est un menteur. L'ONU a dit qu'il ment. Même l'Union européenne, du bout des lèvres, a dit que Kagame ment. Toutes les enquêtes internationales disent qu'il ment. Même ses amis français ont dit qu'il ment. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui donne raison à Kagame en dehors de l'Ouganda qui vole au Congo avec lui. Voilà la vérité. Deuxième idée, il dit que la force de la SADC n'est pas une force de paix. Mais qui a introduit la guerre au Congo? C'est Kagame. Kagame accuse les autres de faire ce qu'il fait. Si l'armée rwandaise restait au Rwanda, si le M23 restait dans son pays, le Rwanda, est-ce qu'il y aurait une guerre au Congo? Non. Si d'ailleurs la SADC donnait suffisamment de troupes et de moyens militaires pour contrôler complètement la frontière entre le Rwanda et la RD, la paix, on parle de dôme de fer. Eh bien, pour protéger Israël, mais il faut un dôme de fer pour protéger le Congo de la nuisance du Rwanda et de l'Ouganda. Et ce n'est pas un territoire très long et le Congo a la richesse nécessaire pour acheter les armes lui permettant de construire littéralement un dôme de fer face à ces deux États voyous qui le fatiguent. Bon. Troisième idée. Le président Ramaphosa n'a jamais donné d'avertissement d'aucune sorte, à moins qu'il ait été prononcé dans sa langue locale. Kagame se permet de se moquer de Ramaphosa en disant que Ramaphosa a peur de lui. Et que quand lui et Ramaphosa se parlent, ils parlent anglais. Et que l'anglais de Ramaphosa, là, lui, n'a jamais entendu un avertissement dedans. C'est-à-dire que Ramaphosa, on lui tue 13 soldats. Et Kagame dit que Ramaphosa n'a même pas le droit de s'énerver. Mieux, Kagame pousse plus loin le ridicule. Incroyable. Alors que Ramaphosa a publiquement dit que ses soldats ont été tués par l'armée rwandaise et ses proxys ont été tués de la même façon et que ces pays l'ont dit, Kagame a la diabolicité de nier l'évidence. Il dit que le président de la RDC, le gouvernement de RDC, l'armée de RDC a tiré sur ses propres, ceux qui viennent l'aider à combattre les rebelles. C'est du jamais vu.
Et il n'y a aucune information, depuis que cette guerre a commencé, qui disent que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont permis de tirer sur les forces armées sud-africaines. Jamais ça n'est arrivé. Je suis ce conflit, je lis les minutes de ce conflit. Jamais ça n'est arrivé. Jamais ça n'est arrivé. On continue. Kagame continue dans sa liste de mensonges. Il dit que Ramaphosa a demandé que le Rwanda l'aide à donner à ses troupes de l'électricité, de la nourriture et de l'eau. En fait, il humilie Ramaphosa, quoi. Il dit que l'armée sud-africaine est incapable de procurer à ses troupes l'électricité, procurer à ses troupes de l'eau, peut-être même bientôt la nourriture. Et que Kagame, lui, grand seigneur, opérant au Congo, il a accepté d'aider, de communiquer ses besoins là à ses amis du M23. Mais comment on peut penser que le Rwanda ait plus de moyens militaires pour nourrir une troupe de 1000 hommes que l'Afrique du Sud? À quelle heure? Mais il n'y a qu'à regarder le budget du Rwanda et le comparer au budget sud-africain pour se rendre compte que, en fait, ce n'est pas Kagame qui parle. Kagame, c'est la voix de l'OTAN. C'est la voix de la CIA. C'est la voix de l'Occident, Kagame. C'est la voix de l'Union européenne. Ce n'est pas Kagame. Kagame, lui seul, là, il ne peut pas se mettre devant Ramaphosa pour parler. Et enfin, Kagame lance un défi militaire à l'Afrique du Sud. Il dit que si l'Afrique du Sud veut la confrontation militaire, lui, il est prêt. On a tous étudié la taille de la population rwandaise. On a étudié la taille du territoire rwandais. Honnêtement, une guerre entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, est-ce que le Rwanda tient une journée? Est-ce que la capitale Kigali la tient une journée d'une guerre de confrontation avec l'armée sud-africaine? Donc, j'analyse les propos de Kagame maintenant en disant que ce n'est pas Kagame qui parle. Ce n'est pas Kagame qui parle. Kagame, il est la voix de ses maîtres. C'est un ventriloque. Il faut entendre la voix de l'OTAN, il faut entendre la voix des États-Unis, la voix de la Grande-Bretagne, il faut entendre la voix de l'Union européenne derrière Kagame. Il parle parce que ses maîtres lui ont garanti que l'Afrique du Sud n'osera pas l'attaquer. Il parle parce que ses maîtres ont averti l'Afrique du Sud de ne pas attaquer. Il parle parce que l'Afrique du Sud possède des informations selon lesquelles, si elle attaque dans ces conditions, il y a un piège qui lui est préparé, un peu comme on avait laissé Saddam Hussein attaquer le Koweït pour en profiter pour attaquer justement l'Irak. Vous vous souvenez? Le piège de la première guerre du Golfe. Comment on a piégé Saddam Hussein? Saddam Hussein était fâché parce que le Koweït vendait moins cher le pétrole et faisait chuter tout le temps le prix du baril de pétrole irakien. Le petit Koweït fatiguait Saddam Hussein, qui pourtant avait aidé les Américains à détruire l'Iran pendant pratiquement 10 ans dans les années 80. Saddam Hussein informe ses parrains américains de dire, Monsieur le Président, you can move on. Allez-y, faites. C'est votre problème là-bas. Or, en fait, ils avaient déjà préparé tout ce qu'il fallait pour taper sur l'Irak au nom d'accords de défense et de coopération militaire avec le Koweït. Dès que l'Irak a envahi, le Koweït a été envahi en une journée. Saddam Hussein n'a même pas eu besoin de combattre. Il avait déjà pratiquement pris tout le Koweït en disant qu'ils appliquaient un traité de coopération internationale et de défense avec le Koweït et qu'ils étaient les défenseurs du principe de la souveraineté des États que Saddam Hussein avait violé. Donc, le Rwanda que vous voyez là est un piège tendu de l'OTAN à plusieurs pays. C'est un piège tendu de l'OTAN à plusieurs pays. Et je conclue en disant que l'Afrique du Sud ne peut pas y aller seule. Les seuls cas où l'OTAN sera obligée de reculer, c'est une situation dans laquelle plusieurs pays panafricanistes révolutionnaires foncent pour dégager le Rwanda et bien du Congo. C'est ce qui a sauvé pour la première fois le régime de Kabila. Quand le Zimbabwe et l'Angola sont entrés, le Rwanda et l'Ouganda ont fui. Quand ils ont vu l'armée angolaise, qui est une armée rompue à la guerre, quand ils ont vu l'armée angolaise entrer à Matadi et se mettre à remonter pour sécuriser Kinshasa et se préparer maintenant à descendre vers le Kivu, les Rwandais ont fui chez eux. Ce qui leur est arrivé. Quand ils ont appris qu'à l'est là-bas, le Zimbabwe mettait en place un pont militaire et que les contingents zimbabwéens allaient sauter pour leur barrer la route, Kagame a dit à ses hommes, rentrez à Kigali, c'est gâté, le truc là est gâté. Voilà pourquoi je conclue en disant, il y a une grande solution militaire qui passe par un changement de doctrine géopolitique et géostratégique à Kinshasa.
s'il y a un changement de doctrine géopolitique et géostratégique à Kinshasa, c'est-à-dire que si l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe sont sûrs que c'est vraiment un gouvernement panafricaniste révolutionnaire qui est à Kinshasa, ils accepteront, je pense, dans ces conditions, de prêter main forte à l'armée congolaise et de bouter l'armée rwandaise hors du sol. Et je pense que la prochaine bataille qui va agglomérer ces armées-là permettra de résoudre le problème Kagame. Parce que cette fois-ci-là, ce serait une erreur de la part de l'Afrique du Sud, une erreur de la part, bien sûr, de l'Angola, du Zimbabwe, de se contenter de renvoyer Kagame à Kigali. Non, il faut le renvoyer de Kigali. Ce type ne doit pas être à la tête d'un État, parce que tant qu'il sera à la tête d'un État, nous n'aurons pas la paix en Afrique centrale. Mais avec le type de management politique qu'on a en la personne, je suis désolé, de Félix Tshisekedi, on est condamné à assister à l'enlisement de la situation congolaise, au pourrissement de la situation congolaise. Parce que Tshisekedi n'est pas à la hauteur des changements que j'ai soulignés. Donc, je conclus ce point. Nous sommes aux portes du risque d'une grande guerre d'Afrique, presque une guerre mondiale d'Afrique centrale. Elle opposerait globalement quelles troupes? Je vois très clairement, eh bien, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se coaliser pour combattre contre le Congo et se retrouver face à une coalition de l'armée sud-africaine avec l'armée congolaise et de l'armée angolaise et de l'armée zimbabwéenne aux côtés de l'armée sud-africaine. Mais ça, ce n'est possible que s'il y a un changement à Kinshasa. Parce que les Zimbabwéens, les Sud-Africains, les Angolais savent que Tshisekedi est une mauviette, que Tshisekedi est un mollasson politique, que Tshisekedi n'est pas quelqu'un avec qui on peut faire des deals sûrs, que Tshisekedi est une girouette, que Tshisekedi n'est pas un patriote panafricaniste révolutionnaire. Voilà pourquoi ils observent le pourrissement de la situation. Et ce qui risque d'arriver à tout moment, c'est un coup d'État pro-occidental à Kinshasa pour faire tomber Tshisekedi et faire semblant de reprendre la situation en main pendant que le Rwanda s'installe durablement dans le Kivu. Et en réalité, le processus qui est le plus attendu pour le peuple congolais, c'est vraiment un processus de changement, non seulement d'élite politique, mais de doctrine. Il y a des Congolaises et des Congolais valables qui savent que cela est nécessaire. Je vous invite en particulier à considérer les ouvrages qui ont été publiés par mon frère Patrice Mbeko. Mbeko a fait un travail très intéressant sur ces questions. Mais le régime, eh bien, Tshisekedi ne prend pas au sérieux les... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en beaucoup d'entre eux quand ils ne sont pas de l'ethnie du président. Les mêmes blocages. Quand les gens ne sont pas de l'ethnie du président, ils les écoutent pour le remplacer. Pauvre Afrique, pauvre Congo. Cry, oh my beloved country. Cry. Mon espoir est qu'il y ait un véritable changement de doctrine géopolitique et géostratégique à la tête du Congo. Mon espoir est que le panafricanisme révolutionnaire de Lumumba, de Moulele et de Laurent Désiré Kabila, que ce panafricanisme redevienne la doctrine inspiratrice de la réorganisation de l'État congolais. Ce n'est qu'ainsi que l'espoir sera de retour. Et bien pour le moment, soutien total au peuple congolais martyrisé par les terroristes néocolonialistes impérialistes rwandais, ougandais également. Soutien total à tous les peuples africains. Et là, je soutiens le peuple congolais comme je soutiens le peuple rwandais, car je n'ignore pas que le peuple rwandais lui-même est aussi largement victime de la politique de Kagame. Kagame qui est à la tête d'un pays où l'opposition eh bien, est un crime. Je n'oublie pas que le peuple rwandais lui-même est un peuple mis littéralement au forceps. Et j'appelle les Africaines et les Africains partout. Le soutien des États-Unis, de l'Angleterre à Kagame contre le Congo. On a la responsabilité de dénoncer en documentant. Il faut dénoncer en documentant. Souligner d'abord qu'ils condamnent du bout des lèvres, mais ils ne prennent ni sanctions économiques, ni sanctions diplomatiques, ni sanctions militaires. Premier point. De deux, ils commercialisent les matières premières congolaises avec quelqu'un qui les pille et les vole en torturant, en assassinant, en génocidant le peuple congolais. Voilà deux arguments aisés à documenter. N'ayez pas peur, dites cette vérité partout dans le monde.